Les extraterrestres existent-ils? Viennent-ils nous rendre visite? Curieux mystère qui fait appel à notre imaginaire. En tout cas, pour une fois, on peut sérieusement se demander s'ils n'ont pas laissé une trace. Cette trace, c'est dans le sud de la France qu'ils l'ont laissée, plus exactement à Trans-en-Provence, à 7 km au sud de Draguignan. Pourtant X, nous avons mené l'enquête et même procédé à une reconstitution. Mais d'abord, il fallait trouver le témoin, et c'est évidemment aux gendarmes que nous nous sommes adressés. Capitaine Cormier, vous commandez la compagnie de gendarmerie de Draguignan. Alors, première question, qu'est-ce qui se passe quand un témoin d'atterrissage d'OVNI vient vous voir? Bon, comme toute personne qui demande notre concours, nous nous déplaçons, nous nous rendons sur place, nous procédons aux constatations sur le terrain d'une manière très objective. Pour nous, le problème n'est pas de savoir s'il s'agit d'un OVNI ou toute autre chose, simplement de constater ce qui est réellement sur le terrain. Et alors, est-ce qu'on peut dire que vous garantissez l'anonymat au témoin ou pas? Bien sûr, comme dans toute procédure, toute personne qui demande à garder l'anonymat, nous pouvons lui préserver sans aucun problème. Le droit nous y autorise pleinement et personne ne peut nous faire dire qui a pu nous déclarer ces choses. Bref, la gendarmerie ne pouvait rien pour nous. Mais heureusement, la presse locale en avait parlé et en cherchant un peu, nous avons trouvé. Alors voilà, nous sommes sur les lieux de l'atterrissage qui s'est produit ici même, le 8 janvier 1981, dans ce petit bout de terrain situé dans le Var, en France. Alors, nous avons pu reconstituer l'enquête. Cette enquête, nous avons fait comment? Nous nous sommes procuré le rapport qui est du domaine public, un rapport du GEPAN, le groupement d'études des phénomènes aériens non identifiés. Ce rapport, c'est Analyse d'une trace, c'est le numéro 16. Alors, il raconte quoi? Il raconte le témoignage, évidemment, mais aussi et surtout l'avis des scientifiques qui ont travaillé les uns sur les échantillons prélevés sur le site même, je le rappelle, c'est ici, nous y sommes, et puis l'avis évidemment d'un physicien qui a travaillé sur le problème. Est-ce que les soucoupes volantes existent? Remontons donc un peu dans le temps. Nous sommes dans le Var, le 8 janvier 1981. À 17 h, le témoin, Renato Nicolai, est en train de construire un petit abri pour sa pompe à eau. Soudain, un bruit curieux attire son attention. C'est un engin de forme discoïdale qui apparaît au-dessus d'un pin et vient se poser dans son jardin. Pour nous, après avoir longtemps hésité, Renato Nicolai a bien voulu revivre la scène, aller de l'abri aujourd'hui terminé à son cabanon et nous montrer comment il a pu regarder l'engin d'où il était. Et voici ce qu'il a peut-être vu. Par rapport à la machine volante, il était là. Et c'est de cette place qu'il l'a vu s'envoler. Puis il s'est approché, intrigué. Il avait peut-être rêvé après tout, mais un rêve ne laisse pas de traces physiques au sol. Or là, il y en avait une et de taille, 2,50 m de diamètre. Une trace qui, sur les instances des gendarmes et du GEPAN, devait être analysée un mois plus tard. Or, malgré la pluie et le temps passé, elle devait réserver bien des surprises à l'équipe du docteur Bougnas, directeur du laboratoire de biochimie de l'INRA, l'Institut national de recherches agronomiques. Nous sommes donc allés le voir en Avignon. Alors, docteur Bougnas, quels sont les résultats des analyses que vous avez entreprises? Eh bien, nous sommes aperçus que la composition variée dans la cellule végétale entre les échantillons situés au voisinage immédiat, voire même au centre de la trace du phénomène, et des distances de plus en plus éloignées. Nous avons trouvé des écarts considérables entre les concentrations en certains pigments photosynthétiques, dont les chlorophylles et les caroténoïdes, et puis en d'autres substances biochimiques qui s'apparentent au sucre, ce qu'on appelle les glucides ou aux acides aminés. Donc des différences allant quelquefois dans un rapport de 1 à 10, ce qui montre bien qu'il y a eu une sorte de traumatisme biochimique. Bon, mais vous avez trouvé aussi quelque chose de plus curieux sur les jeunes pousses. Ah oui, alors là, en effet, en analysant des témoins, donc des plantes non exposées situées à une distance assez éloignée du phénomène, et en comparant des jeunes feuilles, celles que nous avons analysées au voisinage de la trace, et des feuilles plus âgées, dans certains cas, on peut interpréter une partie seulement des résultats obtenus comme un symptôme de vieillissement anormal de jeunes feuilles.
docteur Bougnas, où en est-on sur cette affaire pour l'instant? Pour le moment, par définition, on ne peut rien dire, et nous ne pourrons peut-être dire un jour quelque chose que lorsque nous aurons pu comparer les effets observés dans cet exemple-là avec ceux que nous aurions pu provoquer en utilisant des effecteurs, c'est-à-dire des causes chimiques ou physiques bien déterminées, et c'est par la comparaison des symptômes observés dans les deux cas que nous pourrons peut-être par recoupement émettre quelques hypothèses. Ces hypothèses, c'est avec Jean-Pierre Petit, physicien, maître de recherche au CNRS, le Centre national de recherche scientifique, que nous sommes allés les étudier sur le terrain. Pour commencer, sur les indications de Renato Nicolai, il a fait quelques croquis. Comme ça. Et alors en dessous, ici, on voit un peu ses pieds comme ceci. Voilà. Et alors là, on a deux orifices comme ceci, qui sont un petit peu des trous. Après ce travail, nous avions une idée plus précise de ce qu'il avait vu, mais ce n'était pas encore suffisant. Nous avons donc fait réaliser une maquette par les élèves des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence et nous l'avons apportée sur les lieux. Alors cette maquette n'est pas tout à fait conforme, hein. C'est Non, pas tout ça à fait non. ça. Ça non. Il y avait une sorte de face plane comme ça ici, de bande plane, Mais la dimension c'est à peu près ça. La dimension, oui, pourquoi? Là, ça vient un peu plus plat. Un peu plus plat, mais la largeur et la hauteur c'était à peu près ça. Oui, moi c'est 50 environ, Oui. tout, là, ça passait. Et la couleur c'était bon aussi. Ouais. Et il n'y a pas eu de poussière Non. alors, il n'y a pas eu de poussière ou Non, juste une idée des poussières. Juste quelque chose comme ça. Et là il est descendu du pain là-haut. Ah, moi quand j'ai l'aperçu, moi qu'elle est en train de travailler là. Oui, oui. Je l'ai aperçu là. Avec un très faible sifflement. Alors. Ouais, un petit sifflement, comme un divan. Ça ressemble à ça? Voilà, la fin. Sur la fin? Attendez, on va en écouter un autre. Non, c'est vraiment celui-là? Renato avait aussi parlé de sifflement. Nous lui avons donc fait écouter une série de bruitages et il en a reconnu un. Non, c'est pas ça. C'était très bref? Non, ça va celui-là qui était avant. C'est vraiment celui qui était avant? Bon. Regardez bien ces images, c'est la première fois qu'elles sont diffusées. Elles ont été filmées dans le laboratoire de Jean-Pierre Petit à Aix-en-Provence, où il étudie la MHD, la magnéto-hydrodynamique, un mode de propulsion tout à fait révolutionnaire. Alors Jean-Pierre Petit, quel est le rapport entre les ovnis, les soucoupes volantes et la MHD, les travaux que vous poursuivez? Moi je pense qu'il y a trois façons de voler. La première, ça consiste soit à battre des ailes, soit à faire tourner une petite hélice pour aspirer l'air. La seconde, c'est la propulsion par réaction. On éjecte un gaz auquel on communique de la vitesse. Et puis une troisième façon, qui est un petit peu inexplorée, consiste à aspirer l'air qu'on a au-dessus ou devant. Alors si vous mettez dans une pièce et que vous aspirez comme ça, un grand coup, tout l'air qui se trouve au-dessus, mais très fort, vous risquez de vous envoler. Et à ce moment-là, une machine de genre évoluerait en créant une sorte de vide partiel devant elle. Et dans des expériences de simulation hydraulique, on a montré justement que ces forces de la place, cette action MHD, créent justement cette dépression devant une machine. Qui vole à ce moment-là un peu comme une taupe qui creuse son tunnel aérien et se propulse là-dedans. Alors ça nous amène à un deuxième aspect, c'est qu'il y a une dizaine d'années, Avery Schatzman, qui est le président de l'Union rationaliste, avait eu le discours suivant: les ovnis, ça ne peut pas exister, parce que les témoins disent ça va très vite, ça va de toute évidence à des vitesses supersoniques. Or, à une vitesse de genre, on devrait avoir un bang supersonique. Or, les gens disent c'est silencieux. Donc, comme ça ne peut pas être silencieux, comme ça devrait faire une onde de choc, un bang, alors ça ne peut pas exister. Alors en 1975, je me suis vraiment reposé le problème en profondeur et je pense que le vol supersonique sans onde de choc et sans bruit est une chose faisable. Alors, au départ, l'accueil a été vraiment très polaire de la part des scientifiques et puis année après année, cette thèse s'est confortée. Et ça ce sont des rapports, il y en a plein, les tiroirs des ministères, mais plus récemment, en septembre 83, j'ai publié 2 articles au 8e colloque international de magnéto-hydrodynamique de Moscou. Et puis, quand même, comme je pense que les gens doivent être informés du contenu de ces travaux-là et de l'enjeu qui se trouve derrière, j'ai même fabriqué une version grand public qui est cet album dans la série des aventures d'Anselme Lanturlu qui est paru chez Belin
et qui porte un nom très évocateur, c'est le mur du silence. Effectivement, le problème, c'est de voler sans bruit, donc de franchir non pas le mur du son, non pas le mur de la chaleur, mais le mur du silence. Pour finir, où est-ce qu'en sont ces travaux vis-à-vis de la communauté scientifique? Bon, il y a 7-8 ans, c'était le blocus et l'hostilité. Maintenant, je ne crois plus qu'il y ait d'hostilité. Mais lorsqu'on pose la question, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on essaye de démarrer des recherches concrètes, eh bien, les couloirs sont vides, les téléphones ne répondent pas, les gens ne sont plus là. Et on peut se poser la question... pourquoi une telle attitude face à ce problème qui est rationnel, qui budgétairement est tout à fait modeste, qui scientifiquement est tout à fait construit? Bon, ne pas trouver de répondant, la seule explication, moi ça me semble être la peur. Ils ont vraiment peur qu'on aborde ce problème-là de front. En résumé, après notre enquête en Provence, que reste-t-il? D'abord une trace inexplicable qu'on ne peut pas remettre en cause. Ensuite, une analyse du terrain qui pour l'instant sème le doute et bien entendu la preuve que le témoignage de Renato Nicolai est à prendre en considération. Il s'est réellement passé quelque chose à Trans-en-Provence le 8 janvier 1981. Enfin, des travaux spectaculaires sur un procédé de conversion directe de l'énergie qui pourrait être une partie de la solution. Une partie seulement, c'est vrai. Mais encore fallait-il oser se poser des questions. Reste à continuer. En attendant, ce qui est fabuleux, c'est que même si l'engin de Trans-en-Provence ne vient pas d'ailleurs, mais des laboratoires secrets d'une quelconque nation terrestre, même si, allons plus loin, il s'agit d'une aberration physique dont on trouvera l'explication dans 10 ans, même si au fond, les soucoupes volantes extraterrestres n'existent pas, Jean-Pierre Petit les a quand même inventées, et c'est sur la Terre.